Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je vais recevoir aujourd'hui quelqu'un qui s'appelle Mauto Tosso. Il est titulaire d'un double doctorat en droit public obtenu à l'université de Lomé et à l'université de Grenade en Espagne. Il a remporté en août dernier le prestigieux prix James Brown Scott de droit international qui est décerné tous les 2 ans à des chercheurs dont les travaux apportent une contribution significative au développement du droit international. Parmi les distinctions qu'il a également remportées, il y a le premier prix de l'Africa Arbitration Academy remporté en 2022, mais également la distinction délivrée par la David Caron Fellowship de l'American Society of International Law et celle du Coimbra Group Young African Scholar Program. Est-ce que c'est exact, docteur? C'est exact, mais le premier prix de l'African Arbitration Academy, je l'ai obtenu en juin 2025, c'est récent. Vous avez 2 récompenses au cours de la même année. Oui. Félicitations. Merci. Et si je dois être tout à fait complet, le prix que vous avez remporté, le prix James Brown Scott, il a été remporté grâce à un manuscrit portant sur l'évolution du régionalisme africain en droit international des investissements, et il est de la communautarisation à la continentalisation. C'est bien ça? C'est bien ça, en effet. Le thème de la rencontre de ce jour, il est simple, l'encadrement juridique des investissements en Afrique. Mais on va commencer avec le prix lui-même, le prix que vous venez de remporter, le prix J.B. Scott. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, le prix J.B. Scott est un prix institué par la personne même dont il est question, James Brown Scott, oui, en 1931. Dans un élan de reconnaissance à l'égard de l'Institut de droit international et pour exprimer un hommage ému à sa mère qui a eu une influence positive sur sa vie. James Brown Scott fut président de l'Institut de droit international à 2 reprises, ce qui est exceptionnel. C'est un juriste américain particulièrement distingué qui a institué ce prix pour récompenser les travaux qui apportent une contribution significative, comme vous l'avez dit, au droit international. D'accord. Et donc, je disais, votre travail à vous, celui qui a été primé et intitulé « L'évolution du régionalisme africain en droit international des investissements, de la communautarisation à la continentalisation ». Je ne veux pas dire que c'est barbaresque, hein, mais ça ne dit pas grand-chose au grand public. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, le travail primé, le manuscrit en question, est basé sur ma thèse de doctorat portant sur le régionalisme africain en droit international des investissements. Mais dans le manuscrit, j'ai essayé de poser un diagnostic de l'approche panafricaine de réglementation des investissements. Et je suis allé plus loin en effectuant un pronostic de ce qui peut advenir à cette approche panafricaine de réglementation des investissements. Mais je ne me suis pas borné à donner un diagnostic ou à poser un pronostic de ce qui constitue panafricanisation du droit international des investissements. J'ai essayé d'apporter des solutions aux problèmes que cette approche peut avoir dans le cadre de la réglementation des investissements en Afrique. Voilà un peu sur quoi apporter le travail, le manuscrit primé. Et comment vous vous retrouvez à compétir pour l'obtention de ce prix? C'est vous qui postulez ou vous êtes sélectionné de façon aléatoire? Non, il ne s'agit pas d'une sélection, mais à chaque session, l'Institut de droit international, que je dois rappeler, est la plus ancienne organisation de droit international dans le monde, une institution qui regroupe la fine fleur de l'intelligentsia mondiale en la matière. C'est là l'Institut, au cours de sa session, qui définit un thème sur lequel va porter le prix. Et le thème est publié sur le site de l'Institut. Et lorsque vous le trouvez et que vous décidez de compétir, vous présentez votre manuscrit qui doit porter sur le thème du concours. Et à la fin, les ouvrages reçus sont évalués par les membres de l'Institut, spécialistes de la discipline, pour voir qui, en fin de compte, sera lauréat du prestigieux prix. Et j'ai l'honneur de le recevoir cette année 2025. Et le prix porte le nom d'un grand spécialiste du droit international des investissements qui s'appelle Carlos Calvo. D'accord. Donc, de façon beaucoup plus claire, une fois que vous avez été reçu
par le jury, donc les différents jurés qui ont évalué votre travail. Quel retour vous ont-ils fait par rapport au travail que vous avez présenté? À l'occasion de la remise du prix, les membres du jury ont fait savoir qu'il faut certains critères importants pour la remise du prix. Les lauréats sont dans un pool de travaux de grande qualité. Et alors, il faut certains critères à observer pour pouvoir être le lauréat. Alors, les membres du jury ont fait savoir que le manuscrit soumis a une certaine pertinence en termes d'analyse. Parce que nous parlons aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine et le manuscrit a porté globalement sur ce nouvel espace d'intégration économique sur le continent africain, ce qui est un sujet pertinent selon les membres du jury. Et au-delà de ça, ils ont salué l'audace de la réflexion. La réflexion dans ce manuscrit n'est pas un raisonnement linéaire, ce qui n'est même pas de l'essence de la science. Il s'agit d'une critique en général de cette réglementation des investissements. Une critique basée sur l'analyse des dispositions contenues dans le nouveau texte d'investissement adopté par les États africains. Et nous ne nous sommes pas limités à la critique. Quand on critique, il faut faire des propositions. Absolument. Alors nous avons fait des propositions pour que ce cadre juridique des investissements issu de la zone de libre-échange continentale africaine puisse être efficace. D'accord. Vous êtes J'allais oublier un élément à souligner également. Les membres du jury ont également salué la richesse documentaire du manuscrit. Parce que le manuscrit est bâti sur un appareil scientifique riche et diversifié. Je crois que cela a pu jouer lors de l'évaluation de ce manuscrit. Oui, j'ai vu que les références bibliographiques sont très importantes, très denses. Et je voulais également souligner que vous êtes le premier Africain à remporter ce prix. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Et que vous avez soutenu votre thèse à Lomé. Oui. Même si c'est une double diplomation, c'est quand même l'université de Lomé qui a l'honneur également. Oui. L'université de Lomé, c'est mon alma mater, c'est mon université d'origine. J'ai été formé par de brillants enseignants à l'université de Lomé et je voudrais sur ce plateau leur rendre hommage et les remercier pour leur contribution. J'ai été dirigé pour ma thèse de doctorat par Monsieur Massina à l'université de Lomé, que je remercie également, et en Espagne par un autre professeur, Roldan Barbero. Et la formation acquise à l'université de Lomé m'a permis de produire le travail qui a été primé aujourd'hui. Je crois que c'est un honneur pour cette institution où nous avons reçu notre formation. C'est un honneur pour l'institution et c'est un honneur également pour le pays, parce que c'est le Togo de façon générale qui est honoré à travers vous. Nous parlions tout à l'heure de l'intégration et vous avez utilisé un terme dans votre travail qui retient toute mon attention, de la communautarisation à la continentalisation. Quelle est la différence entre les deux quand on parle d'investissement en Afrique? J'ai parlé de communautarisation du droit international des investissements, oui, parce que les nouveautés apportées par les États africains en droit des investissements ont été amorcées par les communautés économiques régionales. Oui. Et donc on a assisté à une tendance de communautarisation du droit international des investissements. Communautarisation parce que la CEDEAO, par exemple, a adopté son propre instrument d'investissement, qui est le Code des investissements de la CEDEAO. La SADC, par exemple, a son propre code d'investissement et d'autres organisations d'intégration sous-régionales dans le contexte précis ont adopté des textes qui apportent des nouveautés que nous avons soulignées dans le cadre de notre réflexion. Et cette communautarisation aussi a pour objectif d'harmoniser les textes des États membres des différentes communautés économiques régionales. Et cette harmonisation a été faite par ces communautés et à partir de cette communautarisation des textes, nous avons remarqué qu'il y a une profusion de textes au niveau continental en matière d'investissement. C'est ce qui a donné naissance à une idée de continentalisation ou de panafricanisation, si je puis dire, du droit international des investissements. Et le fait de passer de la communautarisation à la continentalisation, qu'est-ce que cela va apporter de concret à l'ensemble du continent, voire au pays pris individuellement?
cela va apporter beaucoup de choses, bien évidemment, parce que j'ai parlé tantôt d'innovation et aussi d'harmonisation. Oui. L'harmonisation a été d'abord faite par les communautés économiques régionales africaines. Oui. Mais après cette harmonisation, on s'est rendu à l'évidence qu'il y a eu une multiplication de textes sur le continent. Mais avec la création de la zone de libre-échange continentale africaine, il fallait une zone beaucoup plus large et une harmonisation plus étendue. Et donc, l'objectif alors avec la continentalisation est d'harmoniser tous les instruments juridiques d'investissement en vigueur sur le continent africain. Mais quand on prend les instruments qui existaient déjà au préalable, je fais allusion notamment à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, est-ce que ce n'est pas déjà un pas vers cette harmonisation, vers cette continentalisation que vous évoquez? Vous avez raison. L'OHADA est un instrument, est une organisation d'intégration juridique très importante et qui est exemplaire en termes d'harmonisation des textes relatifs au droit des affaires en général. Mais il faut souligner que tous les actes uniformes adoptés par l'OHADA sont très importants et sont uniformes dans le cadre de cette organisation. Mais le problème est que l'OHADA ne dispose pas d'un acte uniforme portant sur les investissements, portant sur le droit des investissements. D'accord. Ce que font les communautés économiques régionales. Ouais. Et donc, s'il y a un greffe à faire à l'OHADA, c'est de n'avoir pas eu la présence d'esprit d'adopter un acte uniforme portant sur le droit des investissements. Nous pouvons bien évidemment copier beaucoup de choses de l'OHADA, mais les communautés économiques régionales sont plus actives en termes de droit des investissements que l'OHADA. Est-ce qu'on peut dire que l'OHADA est plus spécialisé dans le commerce que dans les investissements? Est-ce qu'on peut se permettre cette simplification? On peut le dire, le droit des investissements en général, le droit des affaires, j'allais dire en général, l'OHADA vise à harmoniser le droit des affaires en Afrique, mais on ne peut pas parler d'affaires sans toucher la question des investissements. Alors, nous trouvons des dispositions disparates dans les instruments juridiques de l'OHADA portant sur les investissements. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que l'OHADA ne dispose pas d'un acte uniforme sur le droit des investissements. Mais ne néglige pas cet instrument, ne néglige pas les investissements, parce que quelque part, on ne peut pas parler d'affaires sans investissement. Mais quand on prend de façon générale le continent africain, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir commencé l'intégration par les communautés économiques a constitué un frein à l'intégration ou que ça a permis une certaine maturation du projet d'intégration à l'échelle continentale? C'est bien le contraire. Les communautés économiques régionales permettent d'avoir des blocs. Elles constituent des blocs pour avoir ce que les États africains désirent depuis fort longtemps, la communauté économique africaine. Alors, on passe par les acquis de ces communautés économiques régionales pour aboutir à ce que nous appelons communauté économique africaine. Et l'antichambre de cette communauté économique africaine est bien évidemment l'ASLECAF. Et donc, ce que nous faisons dans le cadre de cette intégration et que tout chercheur spécialisé dans les questions d'investissement et d'intégration régionale doit faire est de viser l'harmonisation en passant par les communautés économiques régionales. Voilà. Quand vous dites que l'OHADA, par exemple, ne promeut pas les investissements, n'est pas suffisamment outillé pour accompagner les investissements, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme la RDC peut, en matière d'investissement, aller investir, par exemple, au Rwanda, au Cameroun ou au Togo? Est-ce que c'est aujourd'hui ce que font les pays africains? L'OHADA est suffisamment outillé, il faut le souligner. J'ai parlé de plusieurs actes uniformes adoptés par cette organisation d'intégration régionale qui inspire d'ailleurs les États des Caraïbes. Et donc, il faut souligner l'apport crucial de l'OHADA dans le cadre du droit des affaires. Le regret que nous exprimons est celui selon lequel l'OHADA n'a pas un texte dédié aux investissements.
C'est ce que nous souhaiterions que l'OHADA fasse. Alors, est-ce que le Congolais qui voudrait investir, par exemple, au Togo, n'a pas à s'inspirer d'un texte de l'OHADA? Non. Celui-là a la possibilité d'investir en Afrique, au Togo, en se basant sur les autres actes uniformes de l'OHADA. Et ces actes uniformes-là lui sont opposables selon le domaine dans lequel il voudrait intervenir commercialement. Certains disent que mettre aujourd'hui la ZLECAf en avant sans avoir fait un travail préalable d'infrastructure pour faciliter les échanges entre les pays africains, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Je crois qu'ils ont raison. Et ces personnes, les gens qui pensent que la ZLECAf ne peut pas tout faire à la fois et qu'il peut partir de la base, ont raison. Parce que la ZLECAf est une institution d'envergure continentale. Est-ce qu'on peut aller atteindre des objectifs au niveau continental sans passer par la base? Alors la base est très importante à partir des États membres eux-mêmes, et en passant par les communautés économiques régionales avant d'atteindre ce que nous désirons dans le cadre de la ZLECAf. Ainsi dit, passons d'abord par les États qui doivent s'approprier les textes, les instruments de la ZLECAf, et les communautés économiques régionales qui doivent aussi s'en inspirer pour aboutir à ce que nous désirons dans le cadre de la ZLECAf. Mais si on devait faire un bilan des communautés économiques régionales africaines, des communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la SADC ou d'autres organisations, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qu'on peut considérer comme de bons élèves, comme des modèles pour les autres CER africains? Mais bien sûr, il y a de bons élèves dans le domaine. La CEDEAO, par le passé, était un bon élève. Mais avec, l'AES a émergé, avec l'AES et oui, tout ce qui se passe dans ce contexte-là, dans cette communauté économique régionale, on ne peut plus citer la CEDEAO parmi les bons élèves et c'est regrettable. Mais nous pouvons mentionner le COMESA qui fait un travail formidable. Et le COMESA, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Est et du Sud, Afrique orientale et australe. Et cette communauté économique régionale a plusieurs textes dans le cadre des investissements et a même une agence régionale de promotion des investissements. Et dans le cas précis qui fédère les différents pays et qui apporte une grande contribution à l'évolution de la discipline dans cette communauté. Donc, il y en a qui se comportent bien, il y en a qui n'y arrivent pas, mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que tout le monde ne s'en sorte pas dans le cadre des blocs régionaux? Cela dépend beaucoup plus de la volonté politique des États membres. Les pouvoirs publics des différents États de ces communautés économiques régionales doivent faire preuve de volonté politique et concéder une part de leur souveraineté en ce qui concerne la conduite des affaires des communautés économiques régionales. Si on ne cède pas une part de souveraineté dans le cadre de ces communautés, il est difficile d'exécuter certaines dispositions qui relèvent de ces communautés économiques régionales. Mais quand vous voyez la naissance et surtout la manière dont les nationalismes grandissent aujourd'hui dans nos différents pays, ça risque de prendre un peu de temps pour arriver à l'idéal que vous êtes en train de décrire. Ah ouais, le nationalisme ne devrait pas être un frein à l'intégration régionale. Quand on est nationaliste, on désire le développement de son pays d'abord. Oui. Mais est-ce que cela doit freiner l'idée d'intégration régionale que les pères fondateurs de l'Union africaine ont lancée? Je vais changer de terme. Voilà. Le souverainisme plutôt. Le souverainisme. Oui. Le souverainisme est regrettable. Il est regrettable si on veut construire une zone de libre-échange continentale africaine, par exemple. Et si nous revenons aux communautés économiques régionales, le souverainisme inhibe les efforts d'intégration sous-régionale. Parce qu'il y a ce que nous appelons l'interétatisme qui joue énormément et qui empêche les pouvoirs publics de céder une part de leur souveraineté. Ils ne sont pas prêts à accepter que certaines dispositions s'appliquent directement à leurs États. Et je vais une fois le dire, cela est regrettable si on veut bien marcher sur les pas de ceux qui ont institué l'Union africaine et qui ont
baliser la voie pour la zone de libre-échange continentale africaine. Parmi les pays africains qui travaillent en direction de l'intégration, il y a le Togo, nous sommes au Togo. Est-ce que vous avez l'impression que le Togo aujourd'hui est suffisamment prêt pour s'ouvrir à la ZLECAf et surtout pour bénéficier de toutes les retombées de cette ouverture à la ZLECAf? Le Togo devrait s'ouvrir à la ZLECAf et le Togo est membre de l'Union africaine. Mais membre de la CEDEAO également. Membre de la CEDEAO également. Mais il faut beaucoup plus pour que cette zone de libre-échange puisse profiter au Togo. Il faut un niveau de production industrielle élevé pour bénéficier des atouts de la zone de libre-échange continentale africaine. Plateforme industrielle d'Adétikopé. Ça c'est un bel exemple, oui. Mais il faut davantage d'activités en termes d'industrialisation pour que nous puissions profiter de cette zone de libre-échange continentale. J'ai en mémoire cette déclaration du professeur Kakonou Boukpo qui dit que la zone de libre-échange, c'est le loup dans la bergerie. Parce que la zone de libre-échange ne serait pas bénéfique aux petits États qui n'ont pas assez de moyens en termes d'industrialisation, qui produisent peu sur le marché. Nous prenons l'exemple d'autres pays comme le Nigeria qui vont avoir des avantages énormes parce que leur niveau d'industrialisation est assez élevé pour que dans cet espace-là, ils puissent retrouver gain de cause. Ils puissent trouver gain de cause et tirer profit de cette zone de libre-échange continentale. Grosso modo, ce que vous êtes en train de dire en filigrane, c'est peut-être qu'au-delà des textes adoptés, peut-être qu'on devrait aller vers une plus grande transformation, peut-être, de nos économies, de nos produits agricoles et de tous les produits du sous-sol également. C'est peut-être cela le conseil sous-jacent. Bien évidemment. La beauté des textes est irréfutable. Oui. Les textes adoptés par les États africains, leurs communautés économiques régionales et maintenant avec la ZLECAf, tous ces textes sont bien beaux, mais il faut une volonté politique plus accentuée au niveau local pour créer des industries, pour permettre une production plus élevée, pour tirer profit une fois encore de cette zone de libre-échange continentale africaine. Sinon, si on a un niveau de production encore très bas, il serait difficile pour nous de concurrencer certains grands du secteur économique sur le continent. Mais vous savez, la théorie des avantages comparatifs, vous la connaissez très bien. Oui, bien sûr. Si par exemple le Togo se dit, j'ai pas spécialement besoin de tout transformer, je pourrais juste me contenter d'être un hub à travers lequel on a des activités financières, on a des activités de services de façon tout à fait différenciée. Cela pourrait marcher également, pourquoi pas, avec le port autonome de Lomé représente déjà un peu cette tendance-là. Je suis d'accord avec vous, mais je dirais qu'il faut diversifier les activités. Même si on est un hub, il faut diversifier les activités pour être beaucoup plus attractif. Sinon, on va limiter l'attraction des investisseurs dans un seul secteur au nom d'un certain hub qu'on constitue. Alors, la diversification des activités ferait en sorte que nous ayons d'autres personnes intéressées par certains secteurs qui les intéressent. Okay. Si on prenait, en restant toujours au sein de la CEDEAO et en parlant de cette scission qu'il y a eu avec la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu faire qu'au-delà des considérations politiques, la CEDEAO reste une organisation d'intégration qu'on peut considérer comme réussie? La CEDEAO, nous regrettons le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Mais est-ce qu'il faut se complaire d'une certaine, je vais dire, insuffisance d'États membres dans notre organisation? Il faut aller bien au-delà de cette insuffisance. Parce qu'à deux, dans une organisation, on peut faire beaucoup de choses. À trois, on peut faire encore plus. Et quand on est 13 ou 12, on peut aussi faire. La question de la volonté politique est pour moi beaucoup plus importante que celle du nombre d'États qu'on peut avoir dans une organisation. Donc pour vous, malgré le fait que les pays de l'AES aient fait sécession, c'est pas un échec. C'est pas parce qu'ils ont fait sécession qu'on doit dire
que la CEDEAO a raté sa mission. La CEDEAO n'a pas raté sa mission, même si on voudrait bien que ces États reviennent, la CEDEAO n'a pas raté sa mission. Parce que rater sa mission serait d'échouer sur le plan économique et d'échouer d'apporter le nécessaire à ces populations. Si, avec le nombre que la CEDEAO a aujourd'hui comme État membre, elle peut apporter des solutions aux problèmes de ces populations, je crois que sa mission serait déjà réussie. Mais quand on prend aussi au niveau des accords internationaux, certains pays comme le Maroc disait que si on signe des accords de partenariat économique avec des blocs continentaux à l'extérieur, cela va faire entrer des produits qui seront en concurrence avec les productions d'autres pays africains et que ce serait une mauvaise concurrence, grosso modo, que ça va tuer les industries naissantes, les champions en naissance, embryonnaires. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez également, celui de solidifier d'abord en interne avant de signer des accords de partenariat? Je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration, avec cette idée de solidifier la base avant de penser à signer des accords de partenariat économique avec certains États qui, déjà, sur le plan industriel, sont des modèles. Alors, il sera difficile de concurrencer ces États lorsqu'on n'a pas une base solide. D'accord. Parlons maintenant de la ZLECAf. On a beau dire qu'elle arrive un peu tôt, elle n'arrive pas toujours dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faudrait dans les prochaines années pour que la ZLECAf, qui ne semble pas sur les bons rails, prenne ce chemin-là? Dire que la ZLECAf n'est pas sur de bons rails serait un peu pessimiste. Oui. Par rapport à l'avenir que nous voudrions avoir dans le cadre de cette zone de libre-échange continentale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que cette zone puisse être profitable à ces États et que cette zone soit efficace en matière d'apport économique pour le continent? Il faut commencer par les États membres, que les États membres s'approprient les instruments juridiques de la ZLECAf, qu'ils fassent en sorte que ces textes soient appliqués dans leur droit interne. Et après, qu'ils soient mus par la volonté de beaucoup apporter à cette institution en envoyant des experts qui participent régulièrement aux activités de la ZLECAf pour être au parfum de l'évolution de cette zone de libre-échange continentale. Avec cette aide des États membres et après, avec l'intervention des communautés économiques régionales, nous pourrons évoluer vers une ZLECAf plus efficace. Nous pouvons déjà saluer l'opérationnalisation du secrétariat de la ZLECAf qui a son siège à Accra. Oui. Nous avons un secrétariat très dynamique et nous espérons que ce secrétariat va continuer sur cette lancée à convaincre les États, les communautés économiques régionales pour atteindre son objectif de finalement créer une communauté économique africaine. Même si vous ne lisez pas dans la boule de cristal, quand on part du constat selon lequel les pays africains commercent très peu entre eux, selon vous, au bout de combien d'années ces pays vont intensifier le commerce intra-africain pour que l'on en arrive à des volumes d'échanges entre pays africains qui soient au moins à l'équilibre comparativement à ce que nous avons vis-à-vis des blocs extérieurs et des pays hors zone continentale africaine? C'est une évidence. Le commerce intra-africain est à un niveau très faible comparé aux autres communautés économiques régionales ou aux autres communautés d'intégration économique. J'ai nommé l'Union africaine, le Mercosur ou encore l'ASEAN en Asie. Ou l'Union européenne. Ou l'Union européenne. L'idée derrière la création de la ZLECAf est d'intensifier le commerce intra-africain. Vous pensez qu'elle y arrivera, la ZLECAf? Avec plus de 2 milliards 300 millions de consommateurs, si la ZLECAf, le projet de la ZLECAf est bien mené, nous pourrions atteindre cet objectif. Mais quand est-ce que nous pourrons atteindre cet objectif? C'est la question. Reste la question. Oui. Cela dépendra des États membres, des communautés économiques régionales et de tous ceux qui interviennent dans le cadre de cette organisation régionale africaine. Mais nous devons mentionner également l'intervention des populations elles-mêmes à pousser cette organisation vers le haut, en termes d'apport, en termes de volonté de respecter ce qui vient de la ZLECAf. Oui, ça, je pense que les populations n'y voient aucun inconvénient, surtout qu'après la Covid, on a bien compris qu'il fallait faire des circuits courts, mais le problème, c'est souvent la libre circulation entre les États.
le problème des visas, le problème des infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées, les routes qui ne sont pas bien faites. On veut bien échanger, que la production au Ghana arrive au Togo, que celle du Togo aille jusqu'au Burkina Faso, mais si les routes ne sont pas adaptées, si vous avez des tracasseries policières ou des problèmes de visa de façon générale, ça freine l'activité économique et commerciale. Vous avez parfaitement raison. On ne peut pas parler de libre-échange sans liberté de circulation des biens et des personnes. Vous avez évoqué les tracasseries au niveau des postes douaniers dans nos États et des problèmes d'obtention de visa pour voyager d'un pays africain à l'autre. Si les États africains ne prennent pas des décisions pour que les barrières soient levées, je parle des visas et des barrières au niveau des postes douaniers, nous ne pourrons jamais atteindre cet objectif parce que le déplacement, la mobilité sera très faible dans le cadre du commerce africain. Pour que le commerce africain soit fluide, soit plus important, soit plus développé, il est crucial de passer par la liberté de circulation des biens et des personnes et d'envisager des mesures idoines pour que cela soit une réalité. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui n'est pas encore paru, L'évolution du régionalisme africain en droit international des investissements, de la communautarisation à la continentalisation. Est-ce que vous avez une date de parution? Pour l'instant, nous sommes en train de discuter avec certaines maisons d'édition d'ouvrages juridiques. Mais nous ne pouvons pas donner une date de parution de cet ouvrage. Nous souhaiterions que ce soit peut-être l'année prochaine. Si c'est le cas, ce serait avec plaisir que nous accueillerons l'ouvrage publié. Mais nous avons entamé les discussions quand même pour que l'ouvrage soit publié le plus tôt possible. Sachez que nous sommes dans l'attente impatiente de voir ce livre paraître. Merci beaucoup. Et félicitations encore une fois pour les différents prix remportés. Tout d'abord, ce prix de J.B. Scott, James Brown Scott, que vous avez remporté en 2025. Et je parlais du prix que vous avez remporté également, le prix de l'Africa Arbitration Academy. Je pensais que c'était en 2022, c'était en 2025 également. En 2025. Bravo pour cette double distinction. Merci beaucoup. Et merci pour vos encouragements. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. On reste en compagnie des programmes de New World Economy. À très bientôt.